7.5 Définition d'angle de dépression et d'élévation. Bon. Nous avons vu les rapports de trigonométrie et il nous reste juste un dernier petit point à voir ensemble pour compléter ce chapitre-là. C'est les définitions sur les angles de dépression et angles d'élévation. Nous aurons besoin de cette compréhension-là lorsqu'on va faire des problèmes écrits, par exemple. On nous parlera d'angle de dépression et angle d'élévation, mais il faudra les placer au bon endroit pour être en mesure de résoudre notre problème. Donc, la meilleure façon de le comprendre, c'est de se faire un dessin. Alors, je m'en viens ici vous faire un beau petit bonhomme qui regarde une roche par terre. Donc, il regarde, il vise une roche par terre. Et là, quand on parle d'angle de dépression, regardons, on va aller lire la définition ensemble. C'est angle formé par la ligne de visée. Donc, quand je parle de ligne de visée, c'est ce que je regarde. Donc, présentement, mon bonhomme, il regarde la roche qui est par terre. Et l'horizontale. Donc, l'angle est formé de la ligne de visée et de l'horizontale. Puis l'horizontale, elle, ben, c'est parallèle au sol. Donc, mon horizontale est ici. Donc, ce qui se retrouve entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'angle de dépression. Donc, ici, ça se trouve être mon angle de dépression. Je vais le mettre en rose, puis je vais aller surligner en rose. En rose, que je vais demander ici. Angle de dépression. Fait que voilà. Faites attention, parce que l'erreur que vous faites, je vais aller vous la dessiner. On va se faire un beau X dessus. Souvent, ce que vous faites comme erreur, et c'est là que vous vous faites attraper, c'est que la personne vise la roche qui est par terre, vous dressez la droite qui est horizontale, mais vous allez prendre l'angle qui est ici. Donc, il est formé, cet angle-là, de la ligne de visée, mais il n'est pas formé de la ligne horizontale. Donc, vous êtes dans le champ. Vous n'avez pas trouvé le bon angle. Et ça, c'est ce qui est à éviter. Donc, je vais quand même le dire parce que c'est l'erreur souvent que vous faites. L'angle d'élévation. L'angle d'élévation, il est plus simple, il est plus facile, il est souvent plus instinctif parce que c'est un angle qu'on utilise plus régulièrement. Donc, c'est un peu le même principe. J'ai encore mon bonhomme qui regarde cette fois-ci en haut le sommet d'un arbre. Donc, il est en train de viser quelque chose qui est très, très, très haut, qui est au sommet de mon arbre. Alors, quand je parle d'angle d'élévation, on va aller le relire. C'est un angle qui se trouve, un angle formé par la ligne de visée. Donc, toujours la même chose que tantôt. Ma ligne de visée, c'est ce que je vise, c'est ce que je regarde. Et l'horizontale, donc mon horizontale, c'est la ligne qui se trouve à être parallèle au sol. Donc, la ligne horizontale se trouve à être ici. Donc, l'angle, lui, il est entre les deux
comme dans mon angle de dépression. Donc, mon angle d'élévation se trouve à être entre la ligne de visée et la ligne horizontale. Donc, une fois qu'on sait ça, ben, on est capable d'utiliser nos rapports de Trigo. Puis, c'est pas beaucoup plus difficile. C'est juste que lorsque je te donne une information sur l'angle d'élévation ou sur l'angle de dépression, il faut que tu le places au bon endroit dans ton dessin. On va aller faire un problème juste ici en bas qui se trouve à être un peu comme je t'ai dit précédemment dans une autre vidéo. C'est un problème, la difficulté, elle se retrouve dans le dessin. Donc, ce n'est pas le calcul qui est dur, c'est la compréhension de l'énoncé sans dessin. Donc, comme des fois je m'amuse à dire, ne sois pas sans dessin et fais-toi-en un. Okay? C'est super important. On se fait un dessin, on essaye de simplifier pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Première stratégie, normalement, quand on commence à faire des problèmes qui sont un petit peu plus gros, c'est de lire le problème une première fois. C'est ce que je vais faire avec toi. Donc, Éléonore se trouve à 1,2 km de l'entrepôt Jeux en gros, lorsqu'elle aperçoit un énorme ballon publicitaire flottant dans le ciel à 32 mètres au-dessus du bâtiment. Par rapport à Éléonore, qui mesure 1,40 mètres, quelle est la mesure de l'angle d'élévation du ballon si la hauteur de l'entrepôt est de 11,4 mètres? Quand on lit ça une première fois, on dit OK, il est un peu là. Beaucoup d'informations, là, je m'y prends comment? OK. Fait que là, on y va, on relit, puis on commence à faire notre dessin au fur et à mesure qu'on a de l'information. Donc, la première phrase, on me dit quoi? On me dit Éléonore se trouve à 1,2 km de l'entrepôt Jeux en gros. OK. Comment je peux dessiner ça? Ben, Éléonore est ici. Elle se trouve à 1,2 km d'un entrepôt. Donc, l'entrepôt est loin. Hein? Donc, je vais juste faire mon entrepôt un petit peu plus haut. Comme ça. Ça va marquer entrepôt. Bon, ça c'est mon entrepôt. Et là, on a dessiné ce qu'on était en mesure de faire. Là, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'elle aperçoit un énorme ballon publicitaire flottant dans le ciel à 32 mètres au-dessus du bâtiment. Donc, 32 mètres au-dessus du bâtiment. Le bâtiment, ça se trouve être l'entrepôt. Donc là, je suis à 32 mètres. 32 mètres. Ça, c'est mon ballon. 32 mètres au-dessus de mon entrepôt. Là, tu vas comprendre là, que mon dessin il est loin d'être à l'échelle. Donc, juge-moi pas, parce que j'ai pas fait ça à l'échelle. C'est un dessin, un croquis. C'est quelque chose qui est là pour m'aider à comprendre ce qui se passe. Par rapport à Éléonore, qui mesure 1,40. Oh, là, il faut arrêter ici aussi. On me dit qu'Éléonore mesure 1,40 mètres. Donc, l'information que j'ai, c'est que Éléonore, voici sa grandeur. 1,40 mètres.
Bien là, mesure 1,40 m, c'est probablement la mesure à partir de ses yeux, parce qu'on va demander, on nous demande la mesure de l'angle d'élévation du ballon, parce que si on poursuit, on dit quelle est la mesure de l'angle d'élévation du ballon. Et voici la question. On va la mettre de surligner en vert, la mesure de l'angle d'élévation du ballon. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. Puis si on le visualise, on s'en vient le placer dans notre dessin. Un angle d'élévation, ça part de ce que l'on regarde vers ce que l'on vise. Oups, ça va long. Donc, ce que l'on regarde vers ce que l'on vise. Oups, je pense que je mets un petit décalage, comme ça ici. Et on a dit ce que l'on regarde vers ce que l'on vise, ainsi que l'horizon, hein, jusqu'à l'horizon. Comme ça ici. Et l'horizontale. Donc, mon angle d'élévation se trouve ici. Donc, ce que je cherche, c'est cette information-là. Là, je n'ai pas fini ma phrase, je vais quand même reprendre pour bien comprendre. Quelle est la mesure de l'angle d'élévation qui est ici? Si la hauteur de l'entrepôt est de 11,4. Donc, la hauteur de l'entrepôt est de 11,4. Donc, je sais que mon entrepôt, oups, ça c'est pas vraiment beau, que mon entrepôt mesure 11,4 mètres. Donc, voici les informations que j'ai pour travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qui se trouve ici. Peux-tu me faire un dessin plus simple? Ben, peut-être. Est-ce que je peux travailler avec lui? Ben, oui aussi. Mais ça va être à toi de voir si tu te perds ou pas là-dedans. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est tout d'abord aller me placer des lettres. J'ai marqué A, B et C ici. Je te rappelle que la hauteur et une droite qui se trouve avec l'horizon, ça forme toujours un angle de 90 degrés. Donc, tout d'abord, une hauteur, quand ça tombe sur le sol, une hauteur, c'est toujours par définition, ça forme un angle de 90 degrés au sol. Donc, bien important de savoir ça. Là, ce concept-là va revenir souvent. Il faut le mettre dans notre tête. Là, nous autres, on va travailler avec ce triangle-là qui est rectangle. Ce qu'on veut, c'est trouver une mesure d'angle. Si on veut trouver une mesure d'angle, je te rappelle que quand je veux trouver, si je veux trouver une mesure d'angle, alors il me faut deux mesures de côté. Deux mesures de côté. Donc, ça me prend deux mesures de côté. Là, présentement, j'en ai-tu des mesures de côté? J'ai des mesures, j'ai mon 1,4 qui se trouve là, qui est la hauteur de Léonard. J'ai le 1,2 km ici. J'ai le ballon qui est 32 au-dessus, puis j'ai tout l'entrepôt qui se trouve à 11,4. C'est certain que je peux me dire, ben, tu pourrais me dire, ben, tu sais, Annie, toute la hauteur ici jusqu'au sol, ben, ça se trouve être 32 plus 11,4, ce qui fait 43,4. Tu peux le raisonner comme ça ici. Puis là, tu pourrais dire, oui, mais Éléonore, elle mesure 1,4. Alors, bon, 1,4, il est ici, là.
1,4 est encore ici, 1,4 mètres. Donc, ce qui veut dire que la hauteur entre le ballon et mon angle C, la base de mon angle C ici, là, tu serais capable de déduire que c'est 42 mètres. Pourquoi c'est 42 mètres? Ben, parce que c'est 43,4 mètres. Donc, toute la hauteur jusqu'au sol, c'est 43,4 mètres, moins la hauteur d'Éléonore, qui se trouve être 1,4. Donc, c'est-à-dire 42 mètres. Bon. Fait que là, on a une information sur notre côté qui est en face de notre angle d'élévation. Puis on a aussi le 1,2 km. Sauf que 1,2 km, des kilomètres et des mètres, ben, ce n'est pas les mêmes unités de mesure. Fait on va le transformer. Mais tu comprends que cette mesure-là qui part d'ici jusqu'à l'entrepôt qui mesure 1,2, c'est la même chose, sauf que la droite est plus haute, mais elle vaut la même valeur. Donc, 1,2 km, ça se trouve être 1200 mètres. Et là, je suis en business. J'ai tout ce qu'il me faut. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui préféreraient. Il y en a qui vont dire, ben moi, ce dessin-là, là, ça me va très, très bien. Puis il y en a peut-être d'autres qui me diraient, ben, tu sais, ton dessin en jaune, là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais fait un dessin par la suite pour être capable de dire, ben, ici, c'est 1200 mètres, ici, c'est 42 mètres. Et ce que je cherche, ce que tu cherches, Annie, c'est l'angle qui est là, qui se trouve être l'angle d'élévation, et je travaillerai avec ça. Puis là, ben, on part. Quelle est la première question? Parce que là, c'est rendu ici, une fois que la compréhension du problème est faite, c'est pas plus difficile. Là, il me reste à refaire mon questionnement pour savoir qu'est-ce que je devrais utiliser. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que je suis dans un triangle qui est rectangle? La réponse est oui. Est-ce que je cherche un angle? La réponse est oui. Alors, par rapport à cet angle-là, les mesures que je connais, je les appelle comment dans ce triangle-là? Bien là, j'ai la mesure qui est en face de mon angle, donc on va dire côté opposé. Et j'ai la mesure qui est juste à côté, donc, et qui n'est pas l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse est en face de l'angle droit. Donc, c'est côté adjacent. Donc, ici, il nous reste seulement à trouver maintenant, je suis en train de faire une erreur, que toi, il me reste juste à trouver le rapport de trigonométrie qui va être le plus approprié pour faire mon calcul et trouver la mesure de mon angle A. Donc, j'ai adjacent, puis j'ai opposé, donc ce n'est pas un sin, ce n'est pas un cos, ce sera un tan. Et là, je pars en disant tan de l'angle A est égal à opposé sur adjacent. Le A, je ne le connais pas. Opposé, ça se trouve être 42. Et adjacent, 1200. Quand je cherche un angle, je dois faire la fonction inverse. Donc, mesure de l'angle A pour me débarrasser de mon tan. Je devrais faire tan moins 1, parenthèse, 42 sur 1200. Je m'en vais sur ma calculatrice. Deuxième fonction, tan, ouvre la parenthèse, 42 ABC 1200, ferme la parenthèse. Et je retrouve que mon angle A
équivaut à environ 2 degrés. Et là, habituellement, les jeunes ils disent « Madame, j'ai dû faire une erreur, ça ne marche pas. » Mais n'oublie pas une chose. Éléonore, elle se trouve à 1200 mètres de l'entrepôt. Alors, c'est normal que plus que tu t'éloignes, plus que l'angle d'élévation est très, très, très petit. Lorsque tu vas arriver dans un problème écrit qui ressemble à ça dans un examen, je veux une réponse, une phrase complète. Sujet, verbe, complément. Donc, l'angle d'élévation entre Éléonore et l'entrepôt est d'environ 2 degrés. Donc, voilà pour cette partie-là. Puis, je vais enchaîner tout de suite dans la même capsule avec une question de conjecture, le 7.6, qui est une question de conjecture. Donc, ça se peut que ce soit loin dans ta tête, ça se peut que tu n'en aies pas fait énormément. Donc, quand on parle de conjecture, on veut généraliser une situation, OK? Puis pour arriver à généraliser une situation, idéalement, on se fait deux exemples ou trois, tout dépendamment. Puis dans un monde idéal, on fait un exemple avec des variables. Et nous, on ne poussera pas jusque-là, mais si tu faisais un exemple avec uniquement des variables, tu prouverais hors de tout doute que l'énoncé est vrai et marche à tous les coups. Donc, tu aurais besoin de faire uniquement cet exemple-là. Mais pour nous, en secondaire 4, on n'a pas l'objectif de t'amener jusqu'à cette compréhension-là. Donc, je vais essayer de faire ça le plus simple possible pour que tu comprennes. J'ai déjà fait un canevas d'un tableau parce que j'aime bien compartimenter, défaire les choses pour voir ça moins gros que ça puisse paraître, parce que quand on lit, des fois, on trouve ça difficile. Donc, formule une conjecture à propos du lien. Donc là, ici, aussitôt que tu vois formule une conjecture, donc tu le sais que tu es dans une conjecture. Tu sais qu'à la fin, il va falloir que tu te dises, à toutes les fois que j'ai telle chose, ben ça donne telle affaire. Donc, il va falloir que tu généralises. Il va falloir que tu trouves une formule qui fonctionne à toutes les fois. C'est sûr que ça marche. Si jamais tu arrives à rien, c'est parce que c'est toi qui as fait une erreur. Donc, à propos du lien, donc, le lien qui existe. Donc, le lien, là, c'est ça que je veux comparer. Donc, je cherche le lien entre quoi et quoi? Entre le sinus d'un angle et le cosinus de son angle complémentaire. Donc, elle est toute là, la question que je me pose. Donc, je cherche un lien. Moi, j'aime bien dire là, que mes deux dernières cases, ici, là, c'est pour faire mon observation. C'est mon lien que je m'en viens à observer. Mais c'est quoi que je veux observer? Ici, c'est la première chose qui est là. Sinus d'un angle. Le sinus de quoi? Ben, ça va être le sinus de n'importe quel angle. Comment je vais l'appeler si je veux le généraliser? Ben, je vais l'appeler A, B, C, D. Donc, moi, je vais l'appeler A. OK. Donc, je veux regarder le lien entre le sinus d'un angle. Donc, je ne sais pas encore ça va être quoi mon angle. Mais, et quoi? C'est quoi l'autre que je vais regarder?
le cosinus de son angle complémentaire. Et que là, il faut que je fasse le cosinus d'un angle complémentaire. Et c'est là qu'il faut que tu te poses la question, c'est quoi l'angle complémentaire? Habituellement, quand on est ensemble en classe, je pose la question, puis très peu se souviennent c'est quoi un angle complémentaire. Fait qu'un angle complémentaire, c'est lorsque je prends deux angles, mettons un angle A et un angle B, et que je les additionne ensemble, là, ça ne me donne pas n'importe quoi. Ça me donne 90 degrés. Alors, si on part de ce principe-là, si j'ai fait le sinus de A, puis que je veux son angle complémentaire, et que je veux que quand je vais prendre l'angle ici, puis l'angle que je vais placer à côté de mon cos, si je les additionnais ensemble, il faudrait que ça me donne 90. Fait que je pourrais dire, 90, je vais l'appeler B, OK? Pour que ce soit peut-être plus simple pour nous, là, je vais l'appeler B. Donc, j'ai besoin d'un angle A de départ. J'ai besoin d'un angle B que je ne pourrais pas choisir n'importe comment parce qu'il faut qu'il soit complémentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, complémentaire? Bien, ça veut dire que mon angle A, mon angle B, lui, il devra être 90 moins la mesure de mon angle A. Puis là, ici, ce que j'avais mis comme case, qu'on pourrait à la limite oublier, c'est je faisais la validation. Je me faisais une vérification. Est-ce que quand je prends la mesure de mon angle A et la mesure de mon angle B, est-ce que ça me donne bien 90 degrés? Fait que si je réponds oui à toutes les fois, je vais, OK, parfait, j'ai deux angles qui sont complémentaires. Et là, quand je fais une conjecture, je me donne des exemples. Donc, par exemple, si je me dis que mon angle A vaut 30 ou que mon angle A vaut 40, je pourrais prendre 40, comme celui-ci. Mais là, j'ai décidé mon angle A, mais je ne choisirai pas n'importe quoi pour le B. Parce que si je choisis n'importe quoi, je ne respecterai pas ici la contrainte. Donc, pour avoir un angle qui est complémentaire, je dois faire, je vais te l'écrire en petit, mais ça serait quelque chose que tu pourrais faire dans ta tête. Donc, l'angle B devra être 90 moins 30. Donc, mon angle B vaut 60. Et mon angle B ici, il vaut 90 moins 40. Donc, mon angle B vaut 50. Là, j'ai retrouvé mes deux angles et je peux faire la validation. Est-ce que c'est vrai que quand je fais 30 plus 60, ça me donne 90? Oui. Excellent. Check. Donc, est-ce que c'est vrai que 40 plus 50 me donne 90? Oui, c'est vrai. OK, crochet fait. J'ai validé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire mon calcul. Donc, et aller observer qu'est-ce qui se passe. Donc, si je fais le sin de A, si je m'en viens faire sin de 30 sur ma calculatrice, qui est en degrés en passant, j'obtiens combien? Bien, j'obtiens 0,5. D'accord? Et là, je ne peux pas tirer de conclusion pour l'instant. Il faut que j'aille faire le cos aussi. Donc, cos de l'angle B. Mon angle B, il vaut combien? Mon angle B vaut 60. OK, bon, je vais aller faire cos de 60. Quand je calcule cos de 60, j'obtiens combien? J'obtiens 0,5. Oh, intéressant. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que le sinus de 30 et le cosinus de 30 me donnent la même chose. OK. Donc,
j'ai 0,5 dans les deux cas. Donc, on va s'écrire comme conclusion à la fin. Juste ici au bout, là. Même valeur. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. En tout cas, on pourrait suspecter que ça a du sens, puis que ça pourrait vraiment être le cas. On va aller faire un autre exemple, parce que quand on veut faire une généralisation, il faut absolument se faire plus qu'un exemple. On ne peut pas se fier à un seul pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Alors, si je m'en viens faire sin, je calcule mon sin de 40 sur ma calcul, et là, ça ne me donne pas quelque chose de juste. J'arrive à 0,6428 parce qu'on se souvient qu'on essaie de se garder 4 chiffres après la virgule. Lorsqu'on fait un sin, un cos ou un tan d'un angle, on se garde 4 chiffres après la virgule. Ça, c'est mon angle A qui valait 40. Mais mon angle B, lui, il vaut 50. Il va falloir que je fasse cos de 50. Et quand je fais cos de 50, ça me donne aussi 0,6428. Ah, bien, regardons ça. Encore la même valeur. Là, je pourrais me faire un troisième ou un quatrième problème. Puis, je me rendrai compte que ça donne encore une fois la même chose. Donc, on va arrêter ici. Je n'en ferai pas un troisième, mais tout dépendant, des fois, on peut aller de 2 à 3 exemples pour formuler une conjecture. Donc là, on en est arrivé à des informations. On en conclut qu'à toutes les fois qu'on fait c'est quoi qu'on dégage de ça, mais à toutes les fois qu'on fait le sinus d'un angle, puis qu'on fait le cosinus de son angle complémentaire, bien, ça donne la même chose. Alors, il faut le formuler pour comme conclusion. C'est notre conclusion qu'on doit écrire. La conclusion, elle peut être en mots, mais elle peut être aussi en signes mathématiques. Je vais te proposer deux choses. Ici, je dirais le sinus de n'importe quel angle est égal au cosinus de son angle complémentaire. Ou encore, plus mathématiquement parlant, le sin de A est égal au cosinus de 90 moins la mesure de mon angle A. Donc, si tu préfères, sin de A est égal au cos de B. Et, par contre, si tu marquais sin de A est égal au cos de B, il faudrait que tu me dises, sachant que B est complémentaire à l'angle A. Donc, ça serait quand même important. Donc, voilà.